Un énorme bonjour à tous. Bonjour, 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 enfin bonsoir. Bien soir et bienvenue dans cette nouvelle session du webinaire Point Marché avec Carmignac, en compagnie aujourd'hui de Axel Pinon. Coucou Axel. Bonjour Imen, bonjour à tous. Axel qui est donc spécialiste produit chez Carmignac et qui donc va nous faire la présentation d'aujourd'hui. Donc au menu, on a dit principaux mouvements, actualité macro, minute pédagogique, actualité micro, message clé, idées d'investissement et bien sûr, questions-réponses. N'hésitez pas à justement poser vos questions. Alors, je vais regarder dans le chat, on a grand bonjour à tous. Bon, c'est cool. Donc, il n'y a pas de difficultés techniques. N'hésitez pas à poster vos remarques ou vos questions tout le long de la session. Et donc, on s'efforcera d'y répondre à la fin. Alors, je te laisse la parole, Axel. Merci Men, et on va commencer comme à notre habitude par commenter les mouvements sur les marchés sur le dernier mois. Alors avant d'analyser les marchés, on va analyser un petit peu ce qui s'est passé au niveau macroéconomique et quelles ont été les nouvelles. Et au mois de septembre, l'activité économique mondiale a globalement maintenu son dynamisme. On a eu plutôt des chiffres rien d'alarmant en termes de ralentissement, mais quelques disparités d'une zone à l'autre. En parallèle de cette activité qui s'est globalement maintenue, on a eu des pressions inflationnistes qui, elles, ont continué de s'apaiser, donc plutôt une bonne nouvelle pour les banques centrales. Ce qu'on voit, c'est que quand même, si on regarde région par région, il y a des premiers signes de fragilité qui apparaissent sur le marché du travail américain. Enfin, la Réserve fédérale les attendait depuis longtemps, mais l'économie reste globalement très très résistante. En revanche, en Europe, et on y reviendra, la situation économique s'est encore détériorée. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a une croissance qui se détériore, mais on a une inflation qui ralentit, elle, plus que prévu, et donc une lueur d'espoir pour la Banque centrale européenne. Donc des chiffres globalement plutôt encourageants, moins en Europe qu'aux États-Unis, mais une inflation qui décélère, plus qu'attendu en Europe, mais pas aux États-Unis. Et donc, du coup, des banques centrales qui ont, au mois de septembre, maintenu une rhétorique plutôt agressive. Elles ne veulent pas abandonner trop tôt leur ton restrictif pour être sûr que l'inflation revient vers le droit chemin et qu'on n'ait pas une fausse alerte. D'ailleurs, la Fed a annoncé qu'elle a marqué une pause au mois de septembre, mais elle a annoncé qu'elle n'éloignait pas le fait de faire de prochaines hausses de taux d'ici la fin de l'année. Et la BCE a elle aussi a elle monté ses taux en septembre, mais en indiquant qu'elle ne s'apprêtait pas à inverser sa politique monétaire d'ici peu, parce que, encore une fois, elle attendait d'être sûre que l'inflation allait retourner en dessous de sa cible de 2%. Donc un message des banques centrales qui a été des taux élevés pour plus longtemps. Et ça a eu un effet absolument dramatique sur les marchés. Ça a entraîné une hausse spectaculaire sur les marchés obligataires. Et ça a entraîné dans son sillage la baisse des marchés du crédit et des marchés actions. Les marchés actions ont connu leur pire mois depuis le début de l'année. En fait, on a vraiment eu un petit peu le schéma de ce qu'on avait eu en 2022. C'est qu'on a eu d'abord des banques centrales qui ont finalement été plus restrictives dans leur ton que ce qui était attendu par les marchés, et donc des hausses de taux d'intérêt qui ont entraîné un ajustement des valorisations sur les marchés actions. Et donc, dans ce cadre-là, c'est les secteurs les plus fortement corrélés au taux d'intérêt, tels que l'immobilier, les services publics, qui ont le plus souffert. Mais en revanche, de l'autre côté, on a eu une bonne nouvelle sur le front des matières premières, avec l'énergie qui a été le secteur qui a le mieux marché sur la période, soutenu par des prix du pétrole en forte hausse. Parce que si on regarde sur ces tableaux, le seul point en vert, ça a été le pétrole. Et en effet, le pétrole a continué de monter, alors dû à plusieurs facteurs, dû d'abord à un facteur sur l'offre, où l'OPEC continue de limiter sa production, et à un facteur demande qui est plutôt positif, puisque au final, on a une économie américaine qui se tient plutôt bien, on a une économie chinoise qui commence à se stabiliser, et donc on a une demande de pétrole qui, elle, est plutôt résiliente face à une offre qui est très limitée, et donc un cours du pétrole qui, en septembre, est fortement monté. À l'opposé du pétrole, on a eu l'or qui a fortement chuté. Alors l'or, un des facteurs derrière la chute de l'or, c'est le mouvement sur les taux réels. Lorsqu'on a une très très forte hausse des taux réels, on a tendance à avoir une forte baisse de l'or. Et donc c'est plutôt l'impact sur les taux d'intérêt qui a eu un impact indirect sur l'or.
Et enfin, dernier mouvement que je voulais commenter, c'était sur l'euro-dollar. L'euro a chuté au mois de septembre, le reflet d'une économie européenne qui se tient moins bien qu'une économie américaine et donc avec un euro qui s'affaiblit davantage. Donc un mois assez noir sur les marchés, reflet de banques centrales qui ne veulent pas jeter l'éponge dès maintenant, malgré le fait que l'économie commence à montrer quelques signes d'essoufflement, mais c'est encore trop tôt pour inverser complètement la tendance. Voilà. Alors, du coup, à présent, macroéconomie. Alors, on va parler de la zone euro et des ménages en soutien justement donc de l'économie, le fameux consommateur européen qui viendrait justement un peu servir de matelas de sécurité. Oui, exactement. En fait, comme je le disais tout à l'heure en commentant les marchés, au cours des dernières semaines, on a eu des preuves supplémentaires en Europe que la transmission de la politique monétaire à l'économie réelle fonctionne en Europe et fonctionne même très bien, ce qui n'est pas le cas des États-Unis. Et ça fonctionne, on a plusieurs indicateurs sur les derniers jours même, où on voit quand on regarde les taux d'intérêt que les entreprises peuvent avoir en Italie, on est proche de niveaux records, ce qui va impliquer dans les prochains mois des perspectives plutôt négatives sur le front de l'investissement en Europe. Par ailleurs, en Europe, on a eu un autre problème lié à cette année, qui est la perte de compétitivité de l'Europe, qui est au-delà d'être structurelle et aussi conjoncturelle, parce qu'on a eu un euro fort toute l'année, et en même temps, on fait face à un coût plus élevé de notre énergie, structurellement plus élevé depuis maintenant 2 ans, et ça n'a pas été arrangé par la hausse des prix du pétrole sur les derniers mois. Mais si on a une transmission de la politique monétaire en Europe qui fonctionne, on voit pas d'effondrement de la croissance européenne. On voit plutôt une croissance nulle pour 2023 et 2024. Et on voit pas d'effondrement parce que si on pourrait avoir quelques difficultés sur le front de l'investissement, notamment avec des taux plus élevés, c'est le consommateur qui devrait soutenir relativement l'économie européenne. Parce que le consommateur va bénéficier dans les prochains mois, en fait, d'un revenu réel en hausse, c'est-à-dire son revenu moins l'inflation. Le fait que l'inflation soit en baisse, ça va augmenter ce revenu réel. Et en parallèle, ce qu'on a, c'est qu'on a un marché de l'emploi en Europe, c'est vrai aux États-Unis, mais c'est vrai en Europe aussi, un marché de l'emploi qui reste quand même assez sain, avec des taux de chômage à travers l'Europe qui restent bas, des salaires qui ont bien augmenté et qui continuent de bien se tenir, et donc un revenu réel qui va réaugmenter sur les prochains mois. Et en plus, ce qui devrait se passer, c'est que oui, le marché du travail commence déjà à se retourner du fait de cette politique monétaire qui se transmet à l'économie réelle. Mais chez Carmignac, on voit pas d'effondrement au niveau du marché de l'emploi. On voit pas des destructions massives en Europe d'emplois, liées notamment au fait qu'on a encore des manques structurels sur certaines compétences, sur certains métiers qui vont empêcher une destruction massive des emplois en Europe. Donc, l'un dans l'autre, on a une économie européenne qui va pas être très glorieuse, mais pas d'effondrement massif, en tout cas pour cette fin d'année et le début de l'année 2024. Et il y a 3 facteurs qu'il va falloir surveiller comme le lait sur le feu pour un petit peu avoir la température de qu'est-ce qu'on pense de la croissance européenne pour les prochains mois. Le stimulus chinois, qui pourrait être quelque chose de très très positif, notamment pour l'Allemagne. Ce consommateur et ce revenu réel du consommateur qu'on voit sur ce graphique, et aussi la résilience du marché de l'emploi qui va avoir un impact direct sur le revenu réel du consommateur. Donc voilà, 3 facteurs à surveiller, la Chine, le consommateur et le marché de l'emploi, pour voir si notre scénario d'une croissance très molle se maintient ou si il faudra réviser à la hausse ou à la baisse nos attentes. La copie. Alors, à présent, on va passer à la minute pédagogique et tu as choisi donc le prisme, notamment donc de la nouvelle recette pour construire un portefeuille diversifié. Je pense que tu vas faire allusion peut-être au fonctionnement enfin des obligations dans les portefeuilles, peut-être, non? Oui, je vais parler d'un portefeuille 60-40. C'est la recette clé qu'on nous a appris dans tous les cours de finance, même dès le niveau débutant, que si on mettait 60% d'actions et 40% d'obligations, ou l'inverse, tout allait bien se passer. Malheureusement, depuis maintenant les années 2020, ce n'est plus le cas. Ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que pendant 20 ans,
les actions et les obligations évoluaient en ordre inverse. C'est-à-dire que quand les actions baissaient, c'était compensé par le marché obligataire et vice-versa. Depuis 2020, le retour de l'inflation, le retrait des banques centrales, on a des marchés actions et obligataires qui ont tendance à marcher dans le même sens. C'est-à-dire que quand les taux quand les taux montent, donc le prix d'une obligation baisse, les marchés actions baissent également. Ça a été, on en a déjà parlé, le bain de sang de l'an dernier, mais ça s'est également passé au mois de septembre. J'en parlais, les taux ont fortement monté et les actions en face se sont effondrées et donc nulle part où se cacher et un portefeuille 60-40 qui ne fonctionne pas et la diversification qui ne fonctionne pas. Alors pourquoi ça? Le principal facteur derrière cette inversion de corrélation, c'est l'inflation et la volatilité autour de l'inflation. Et c'est quelque chose qu'on va devoir prendre de plus en plus en compte dans nos allocations. C'est que cette inflation, il est peu probable qu'elle retourne là où elle était sur les 10 dernières années, entre 0 et 2%. Elle retournera peut-être à 2%, mais elle sera beaucoup plus volatile, on aura beaucoup plus d'excès à la hausse sur l'inflation, et donc cette corrélation qui va être, elle aussi, beaucoup plus volatile. Donc dit autrement, un portefeuille qui a été équilibré il y a 15-20 ans, aujourd'hui a plus de risques de pertes potentielles que dans le passé. Alors, est-ce que c'est catastrophique pour nous tous en tant qu'investisseurs? Non. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va y avoir deux idées importantes à prendre en compte dans nos allocations. La première, c'est que donc cette performance d'un portefeuille classique diversifié, elle va pas être aussi haussière et régulière qu'entre 2000 et 2020. Ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir gérer les expositions des portefeuilles de manière beaucoup plus active. Autrement dit, il y a des bonnes chances qu'une gestion active performe mieux qu'une gestion passive dans les années à venir. Et le deuxième élément, la deuxième conclusion qu'on peut tirer, c'est que si la vie est plus difficile pour un portefeuille diversifié classique, mais qu'en même temps les objectifs de performance restent inchangés, il va falloir chercher d'autres moyens de faire la performance, et c'est plus via la génération, ce qu'on appelle la génération d'alpha. Donc vraiment faire la différence par le marché. Alors on peut le faire via la microéconomie, via la sélection d'entreprise, que ce soit sur la partie action ou la partie crédit, mais aussi via la macroéconomie, choisir les bons secteurs au bon moment du cycle, choisir les bons instruments au bon moment du cycle, et tout ça pour gérer cette corrélation qui va être beaucoup plus volatile dans les prochaines années. Votre fonction d'allocataire, donc du coup. Exactement. Alors, microéconomie, le pire bear market de l'histoire. Oui, j'ai ici un graphique qui est extrêmement effrayant, mais qui est la réalité. C'est la violente baisse du marché obligataire qu'on connaît depuis maintenant plus de 2 ans et qui s'est accélérée au cours des 6 dernières semaines. Dès que le CAC 40 perd plus de 2%, ça fait la une du journal de 20 heures, mais quand le marché obligataire perd 50%, comme c'est le cas par exemple des obligations à long terme américaines à 20 ans et plus, on en parle beaucoup moins parce que c'est quelque chose qui fait moins la une des médias, mais qui est tout aussi important. Ce qui est important, par exemple, c'est que si on regarde rien que sur les 6 dernières semaines, le taux à 10 ans américain est passé de 4,1% à 4,9%. C'est un mouvement qui a été majoritairement sur les parties longues de la courbe, c'est-à-dire les maturités au-delà de 10 à 30 ans, au lieu des parties courtes. Mais c'est un mouvement qui n'a pas non plus épargné l'Europe. Le taux allemand est passé en 6 semaines de 2,5 à 3%. Et donc, qui va avoir des effets réels, enfin, qui a des effets réels pour nous investisseurs et des effets réels sur l'économie, à terme. Donc, la question, c'est qu'après un bear market pareil, donc moins 50% pour qu'on compare par rapport aux actions, c'est quasiment ce qu'a perdu le S&P 500 en 2008. Et c'est beaucoup plus que ce qu'a perdu le S&P 500 sur les 2 dernières crises, que sont la crise du Covid ou 2022. Donc c'est pour juste montrer l'ampleur du mouvement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous investisseurs dans les prochains mois, les prochaines semaines? Est-ce que ça peut continuer ou est-ce que c'est plutôt une opportunité intéressante de commencer à se repositionner sur les taux d'intérêt et les emprunts d'État? Alors, pour nous, c'est plutôt un moment qui constitue un bon point d'entrée sur les emprunts d'État. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui pourrait faire que les emprunts d'État arrêtent de monter et commencent une décrue au moins graduelle? D'abord, il faudrait qu'on ait une croissance qui ralentit.
Et ça, j'en ai parlé au début, on a une croissance qui commence à ralentir, plus en Europe qu'aux États-Unis. Mais il y a un vrai impact du resserrement monétaire actuel. C'est un resserrement qui a un impact avec un délai de 12 à 18 mois, mais qui est en train de se répercuter, et on le voit dans les dernières publications économiques. Et donc ça devrait être un soulagement pour les marchés obligataires. Et ce qui a vraiment causé cette baisse de 50%, c'est le fait que les banques centrales ont eu le cycle de resserrement monétaire le plus rapide et violent de l'histoire. Mais on arrive enfin au bout de ce cycle de resserrement monétaire. La fin du cycle de hausse de taux est proche. On l'a sûrement atteint par la BCE. La Banque d'Angleterre a aussi levé le pied. Les États-Unis pourraient encore faire une hausse de taux, mais on voit que les banques centrales, même si elles disent qu'elles vont pas baisser les taux et inverser complètement leur politique monétaire dans l'année à venir, elles disent quand même qu'elles vont arrêter un petit peu d'appuyer sur la pédale de la restriction. Donc ça aussi, ça va être un soulagement pour les marchés obligataires. Et puis ce qu'il faut se dire, c'est que on a eu un mouvement très très fort sur les taux d'intérêt nominaux, mais aussi sur les taux d'intérêt réels, donc c'est-à-dire les taux d'intérêt nominaux plus l'inflation. Et le fait qu'on ait eu des taux d'intérêt réels qui soient montés à des niveaux extrêmement élevés, ça fait partiellement le boulot des banques centrales. Le but des banques centrales, c'est de resserrer les conditions financières, qu'on emprunte plus cher pour consommer moins et contrôler l'inflation. Si les taux réels montent, ça fait le même effet, et donc ça augmente la probabilité d'une décélération de l'activité économique, et ça fait partiellement le boulot des banques centrales, et donc ça confirme qu'on devrait être à la fin de ce cycle de resserrement monétaire, et donc que on devrait avoir un mouvement de soulagement qui est proche sur la partie des taux d'intérêt. Mais est-ce que c'est une opportunité où il faut y aller sans réfléchir? Non, pas du tout. Il va falloir être extrêmement actif, parce que ce que je disais, c'est que l'inflation va être volatile dans les prochains mois, dans les prochaines années, et donc la remontée du marché obligataire ne se fera pas en ligne droite, et il va falloir être actif, choisir les bonnes maturités, se positionner entre le court terme et le long terme, ça se comporte pas pareil, choisir entre des taux réels et des taux nominaux pour prendre en compte ce risque inflationniste, et choisir en fonction des régions. L'Europe décélère plus vite, donc les taux européens devraient devraient bénéficier de ce ralentissement de l'économie plus rapidement qu'aux États-Unis. Et donc c'est comme ça qu'il va falloir gérer activement sur le marché obligataire pour les prochains mois. Mais selon nous, le pire est derrière nous. On a connu un scénario qui a été vraiment catastrophique, et ça c'est important de le réaliser, mais on pourrait avoir des opportunités d'investissement qui s'ouvrent pour les prochains mois. Du coup, côté message du mois, bien que le ralentissement mondial se profile, il ne faut pas ignorer le risque inflationniste, c'est ce que tu disais, volatilité de l'inflation en fait. Volatilité. Exactement. On a les banques centrales qui ont fait le travail, ça marche. Le ralentissement mondial se profile. On ne voit pas de ralentissement prononcé, au moins pour les 6 prochains mois. Pas de ralentissement prononcé, parce que j'en parlais sur l'Europe, on a ce consommateur qui continue d'être là. Aux États-Unis, on en a parlé aussi plusieurs fois, on a une économie qui est extrêmement résiliente. Puis on pourrait avoir une bonne nouvelle de la part de la Chine, avec on voit déjà des indicateurs de stabilisation du marché chinois, de l'économie chinoise, et on pourrait même avoir une toute petite accélération si les autorités font le stimulus tant attendu. Et donc, on n'a pas d'effondrement de la croissance pour l'instant, on a un ralentissement graduel qui se profile, c'est le scénario idéal pour les banques centrales, faire baisser l'inflation sans détruire toute la croissance. Donc si on y arrive, ça sera vraiment un succès de la part des banques centrales. Mais cette bataille contre l'inflation n'est pas complètement gagnée encore. J'en parlais, les banques centrales le répètent sans cesse. Elle n'est pas gagnée à court terme, mais elle est encore moins gagnée à moyen long terme. Et c'est ce nouveau risque inflationniste qu'on va devoir prendre en compte en tant qu'investisseur, en tant que consommateur. Il va falloir apprendre à vivre avec l'inflation, et ce qui est quelque chose de totalement différent de ce qu'on a pu connaître au cours des précédentes décennies, où l'inflation n'était en ligne droite que vers le bas, et où on n'avait aucune volatilité et donc aucun cycle économique. Qui dit pas d'inflation, dit pas de cycle économique, pas de vraie récession, pas de vraie accélération de la croissance. Aujourd'hui, le cycle est de retour, la gestion active de nos investissements aussi, et voilà, c'est ça qu'il faut qu'on prenne en compte dans nos allocations. Alors, à présent, on va parler donc
plutôt idée d'investissement et donc tu as décidé de zoomer pour justement la session de ce mois-ci sur Carmignac Portfolio Patrimoine Europe, un fonds donc que nous avons bien entendu justement donc sur notre plateforme en direct notamment. Alors, je voulais parler notamment du scénario et du positionnement autour de ce fonds. Exactement. Alors déjà, je voulais présenter Patrimoine Europe, qui est un fonds qui investit aussi bien dans les actions et les obligations. Alors, comment le justifier après avoir dit que le portefeuille classique 60-40 actions-obligations n'est plus le bon portefeuille? Et ben justement, dans ce fonds, en fait, on voudrait tirer parti de cette corrélation action-obligation qui est beaucoup plus volatile, en utilisant tous les outils à notre disposition pour réussir à générer de la performance, même quand la corrélation nous est défavorable, grâce à une capacité d'être vendeur de taux d'intérêt, grâce à une capacité d'être à 0% sur les actions, ou au contraire d'être très long taux d'intérêt à un moment et long action à d'autres moments. Donc c'est vraiment un fonds où la gestion de l'allocation et la gestion active est au centre de la philosophie d'investissement, pour pouvoir continuer à performer dans ce type d'environnement qui nous attend pour les prochaines années. Alors, si on est un petit peu plus court terme et qu'on regarde comment un fonds comme Patrimoine Europe, investi donc en actions et en obligations européennes, est positionné, on est vraiment positionné sur les deux scénarios que je mentionnais dans le message du mois. On va avoir un ralentissement de la croissance mondiale, un ralentissement qui devrait exercer une forme de soulagement sur les emprunts d'État cœur, donc c'est-à-dire notamment en Europe et aux États-Unis. Mais en même temps, on a un ralentissement qui va se faire que de manière graduelle et donc qui va rester qui ne va pas être vraiment défavorable pour les actifs risqués, que ce soit les actions ou le crédit, et donc qui va nous offrir des opportunités pour aller choisir les entreprises qui peuvent faire la différence dans un environnement de ralentissement qui est graduel, des entreprises qui ont de la visibilité. On va vraiment pouvoir travailler là-dessus. Mais en même temps, il ne faut pas oublier ce risque inflationniste que je mentionnais. Et comment on gère ce risque inflationniste dans un portefeuille diversifié? On va le faire en diversifiant un petit peu notre exposition devises, en allant chercher des devises qui vont pouvoir nous protéger en cas de surprise négative sur l'inflation, comme par exemple le yen. On va le faire aussi via des taux réels, j'en parlais, il va falloir mixer taux nominaux et taux réels. Et on va le faire aussi via la diversification sectorielle et des classes d'actifs. On va aller chercher des classes d'actifs comme l'or, qui peut bénéficier d'un contexte inflationniste. On va aller chercher des choses comme la volatilité, et avoir des dérivés sur la volatilité peut être un bon moyen de gérer de l'incertitude sur le front de l'inflation. Donc voilà, donc on va vraiment aller vers des portefeuilles de plus en plus équilibrés pour gérer à la fois notre scénario central de décélération de la croissance et en même temps ce risque inflationniste en parallèle. Alors c'est un fonds, on le voit ici sur la fiche valeur en fait, qui est accessible directement. Donc vous pouvez soit mettre dans le moteur de recherche qui est ici, donc la dénomination du fonds, ou encore le code ISIN éventuellement. Mais pour le coup, c'est un fonds qui allie performance financière et performance extra-financière. Alors la performance financière, on le voit notamment par le biais justement donc de la notation Morningstar, qui est le classe 4 étoiles sur 5, et on le voit également dans justement donc les éléments de performance qui sont également voilà donc sur 1 an, 3 ans et 5 ans. Et en ce qui concerne la performance extra-financière, dont tu dois peut-être nous parler un peu, c'est un fonds labellisé ISR déjà dans un premier temps. C'est un fonds par ailleurs qui est classé article 8, ça veut dire qu'en fait qu'il est dans un processus d'investissement qui systématiquement va intégrer justement donc les considérations ESG, donc environnement, social et gouvernance. Et enfin, c'est un fonds qui est noté 4 Globe Morningstar sur 5. Est-ce que tu peux nous en parler de justement de cette dimension extra-financière? Oui, bien évidemment, c'est clé. Alors surtout, alors c'est l'extra-financier, on va aller le chercher surtout sur la sélection de valeurs, sur les entreprises dans lesquelles on investit. L'idée, c'est d'avoir au sein de notre portefeuille action des entreprises majoritairement ce qu'on va appeler de qualité, c'est-à-dire qui ont des fondamentaux financiers robustes, avec des taux d'endettement très faibles, une rentabilité qui est élevée, mais surtout qui est stable dans le temps, pour s'assurer dans Patrimoine Europe d'un moteur de performance long terme
qui est robuste. Et à côté, on va gérer activement l'allocation, comme je le disais. Mais si on veut chercher un moteur de performance long terme robuste et régulier, il va falloir faire attention à l'analyse financière, mais il va surtout aussi falloir faire attention à l'analyse extra-financière. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des entreprises qui, grâce à une politique, on va dire, assez irréprochable, que ce soit du point de vue environnemental, social ou de gouvernance, va limiter le risque d'avoir un scandale dans les années à venir, ou alors une entreprise qui investit régulièrement pour améliorer son empreinte carbone, et donc ce qui va nous éviter des investissements imprévus massifs pour arriver à atteindre des objectifs de développement durable d'ici quelques années, quand les normes vont devenir de plus en plus restrictives. Donc l'analyse extra-financière est un moteur de performance clé pour s'assurer d'une croissance à long terme des entreprises que l'on a dans notre portefeuille. Donc c'est pour ça que c'est assez central dans un portefeuille comme Patrimoine Europe. Par la maîtrise des risques. Et concernant l'allocation d'actifs, la part là en fait qu'on voit ici, c'est autour de 49%. C'est une part que tu qualifierais comment par rapport éventuellement à l'historique, justement? Alors, historiquement, on a toujours autour de 50% d'obligations. Alors, quand on parle d'obligations, c'est très large, hein. On va avoir du très court terme qui est en fait du cash un petit peu mieux rémunéré, et puis on va avoir des obligations d'État. On peut avoir des obligations d'État à très long terme, 10 ans, 30 ans, et c'est ça qu'on va gérer très activement. Et puis on va avoir des emprunts d'État, mais aussi des emprunts d'entreprise. Donc c'est une allocation obligataire qui est toujours autour de 50%, mais qui est extrêmement active dans sa composition. Et en parallèle, on va avoir 35% d'investissement dans des actions de long terme, dans des entreprises qu'on estime, celles que je décrivais, hein, les entreprises de qualité, qu'on estime pouvoir faire la différence sur le long terme. Et après, on va se laisser un petit peu de marge de manœuvre pour gérer cette allocation et gérer ce cycle, et s'assurer d'avoir une composition optimale en fonction de là où on est dans le cycle et de nos anticipations, que ce soit sur le front de la croissance et sur le front de l'inflation. On va passer à la session de questions-réponses. Il y a deux questions que je vois. La première, c'est en fait quid justement donc aujourd'hui de la prise en compte des risques politiques et géopolitiques dans justement cette volatilité de l'inflation. Oui, c'est un très bon point, parce que l'actualité géopolitique a été extrêmement riche sur la dernière année et demie, malheureusement, et encore plus sur les derniers jours. Alors, l'impact des événements géopolitiques est toujours très dur à estimer pour les marchés financiers. On l'a vu sur la guerre Russie-Ukraine, ça a eu un impact direct sur l'inflation. Là, ce qui se passe en Israël a un impact le plus direct sur le prix du pétrole, qui est en hausse. Et donc, ces crises géopolitiques ont effectivement ajoutent à ce risque inflationniste, avec des matières premières qui alimentent les prix de l'inflation, et donc qui alimentent l'inflation. Et donc c'est quelque chose qui renforce notre théorie, comme quoi l'inflation va être plus volatile, comme quoi l'inflation va être structurellement plus élevée, et qui nous incite à la gestion des risques au sein de nos portefeuilles sur les axes que j'ai mentionnés plus tôt. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que oui, il faut faire très attention à tous les événements géopolitiques qui sont en train d'arriver malheureusement à travers le monde. Axel, une dernière question éventuellement pour ne pas faire trop long. Concernant les obligations indexées à l'inflation, on en pense quoi chez Carmignac aujourd'hui? Alors, ça fait partie, en fait, quand je parle de taux réel, on peut le faire de plusieurs manières, mais c'est des obligations indexées à l'inflation. C'est quelque chose qu'il faut gérer activement, mais c'est quelque chose qui est intéressant dans un contexte où l'inflation pourrait surprendre à la hausse. Et donc, c'est quelque chose qu'on a en portefeuille en partie, et qu'on mixe avec des obligations classiques. Bon, merci énormément. Merci à vous. Merci, chers participants, pour votre présence. Et puis, on se retrouve donc lors d'un prochain webinaire, donc pour un nouveau point Carmignac le mois prochain. Merci énormément, Axel.